J'ai payé 9 200 $ pour la fête d'anniversaire de mes parents. Tante, fleurs, traiteur complet. Une semaine plus tard, ma tante m'a envoyé un message. Au fait, nous réduisons la liste des invités. Tu n'es pas inclus. Ma mère a ajouté, ce n'est pas personnel. Alors, j'ai fait en sorte que ça ne le soit pas. J'ai annulé la location de la tente, gelé les fonds du traiteur, signalé le dépôt de la salle. Le matin de la fête, mon père a appelé 17 fois. Quand j'ai finalement répondu, j'ai dit, ceci a franchi toutes les limites. Je veux dire, tout le monde. Au fil des ans, mes parents ont trouvé de nouvelles façons de me traiter comme un bouton pratique sur lequel ils pouvaient appuyer quand la vie se compliquait, un petit bricoleur, un support technique et un distributeur automatique de billets ambulants, le tout réuni en un seul fils poli et bien intentionné. Je n'ai jamais fait de scène, jamais résisté. Même quand j'avais l'impression d'être utilisé, je ravalais tout, convaincu qu'ils ne réalisaient pas à quel point les choses étaient déséquilibrées. Mais cette fois, ce n'était pas quelque chose qu'on fait accidentellement à quelqu'un. J'ai dépensé 9200 $ pour leur anniversaire. Ce n'est pas de la menue monnaie. Ce n'est pas une faveur faite à la légère. C'était une planification minutieuse, de longues nuits à comparer les fournisseurs, à téléphoner pour des articles spéciaux. Je l'ai fait parce que personne d'autre ne le ferait. Mes frères et sœurs sont devenus fantômes dès que l'idée de participer est apparue. Ma sœur a envoyé un message disant « Burke, l'argent est serré en ce moment. Crédit immobilier et tout le reste. » Mon frère a dit qu'il verrait ce qu'il pouvait faire, ce qui, nous le savions tous, ne voulait absolument rien dire. Alors, je suis intervenu. Comme toujours, j'ai réservé la tente, White Eye Peak, celle que ma mère m'avait montrée sur une photo Pinterest il y a un an. J'ai contacté une entreprise de restauration qui proposait des menus personnalisés et a accepté de tenir compte de la liste ennuyeuse des préférences alimentaires de mon père. J'ai même déniché un fleuriste qui pouvait trouver des orchidées bleues parce qu'il avait mentionné une fois en passant qu'elle lui rappelait sa grand-mère décédée. J'ai pris des jours de congé pour organiser des réunions, négocier les prix et envoyer des acomptes. Je ne m'attendais pas à une médaille. Je pensais juste faire partie de la fête. Une semaine avant l'événement, j'ai reçu un message de ma tante. Seulement 10 mots, au fait, nous réduisons la liste des invités. Tu n'es pas inclus. Pas de contexte, pas d'explication, juste un coup de poing dans l'estomac sorti de nulle part. J'ai regardé l'écran comme si c'était dans une autre langue. J'ai honnêtement pensé que c'était une erreur. J'ai attendu une correction, peut-être un « lol », mauvaise personne. Mais ensuite, ma mère a renchéri quelques minutes plus tard avec quelque chose d'encore pire. Ce n'est pas personnel. Nous essayons juste de garder ça intime. J'espère que tu comprends. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Ce n'est pas personnel. Combien de fois avais-je entendu ça de leur part? Quand ils oubliaient de m'appeler pour mon anniversaire. Quand ils ont invité le petit ami de ma sœur de 2 mois à un voyage en famille, mais n'ont pas pensé que je voudrais venir. Quand ils ne se souvenaient de mon existence que si quelqu'un avait besoin d'aide pour une déclaration d'impôt ou si leur ouvre-porte de garage tombait en panne. Je n'ai pas répondu au message. Je n'ai pas demandé de clarification. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer des appels téléphoniques. Location de tente annulable jusqu'à 48 heures avant l'événement. Partie. Traiteur. J'avais payé via un service qui offrait un règlement des litiges et un gel des fonds. Suspendu. Le dépôt de la salle. J'ai signalé le paiement, invoquant un changement majeur dans les conditions de l'événement. Le fleuriste avait déjà commandé, alors j'ai encaissé le coup là. C'était bien. J'en avais fini de saigner pour des gens qui ne me considéraient que comme un outil. Le matin de la fête, mon téléphone a sonné 17 fois. Mon père, puis ma mère, puis ma tante, puis de nouveau mon père, encore et encore. Finalement, au 18e appel, j'ai décroché. Il a dit, « Peter, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai dit, « Ce n'est pas personnel. » Puis j'ai raccroché. C'était calme après ça, un calme mortel. Je suis resté chez moi ce soir-là, sans regret, juste de la clarté. Ce n'était pas une décision prise à chaud. Cela se construisait depuis des années. Ils pensaient pouvoir continuer à me traiter comme un distributeur automatique qui réparait aussi les toilettes et se présentait avec des orchidées bleues. Plus maintenant. Je ne m'attendais pas à de la gratitude. Je ne m'attendais même pas à des excuses, mais je pensais qu'ils allaient peut-être au moins réfléchir.
Peut-être qu'il réaliserait à quel point il était insensé d'exclure la personne qui avait payé pour la fête. Mais non, bien sûr que non. Ils se sont tus. Le lendemain de la fête annulée, rien. Pas d'appel, pas de message. Jour 2, la même chose. Le troisième jour, je l'ai vu. Ma sœur a republié quelques photos que quelqu'un d'autre avait prises, probablement ma cousine Amanda, la seule de la famille qui utilise Instagram comme un blog culinaire. J'ai cliqué dessus avec une sorte de curiosité détachée. Pas de tente, évidemment. Le jardin avait l'air vide et exposé. Ils ont sorti quelques chaises dépareillées du garage, une table pliante pour les collations et une glacière posée sur l'herbe. J'ai reconnu les fleurs sur la table, des œillets bon marché du supermarché du coin, même pas arrangés, juste entassés dans un pichet en verre comme si quelqu'un avait abandonné à mi-chemin. Mon père se tenait à l'arrière-plan d'une photo les bras croisés, l'air misérable. Ma mère a posé pour une photo avec deux de ses sœurs, les yeux bouffis, le maquillage un peu inégal. Ils ont quand même essayé de sourire. La légende disait, une belle célébration pour deux belles personnes. Je ne sais pas ce qui m'a le plus frappé, la tristesse maladroite de tout ça, ou le fait qu'aucun d'entre eux n'ait eu la décence de me contacter et d'admettre ce qu'ils avaient fait. Ce n'est que le 5e jour que j'ai reçu un message de ma mère. Juste 3 mots, on peut parler? Pas d'explication, pas de reconnaissance, juste ça. Je n'ai pas répondu. Le 6e jour, ma tante a pris son tour. Celui-ci était plus long, un mur de texte qui commençait par « Je ne m'implique pas habituellement dans les drames » et se terminait par « J'espère qu'un jour tu sortiras de cette phase égoïste. » Égoïste. C'était fort. Je les couvrais depuis des années. Vous savez combien d'anniversaires j'ai payé? Combien de cadeaux surprises j'ai aidé à organiser pour mes frères et sœurs parce que mes parents ne savaient pas quoi acheter? J'ai même payé une réparation de toit de $2800 l'automne dernier quand mon père l'a mentionné avec désinvolture pendant le dîner, puis m'a regardé pendant 5 secondes de trop. Ils avaient pris mon soutien pour acquis pendant si longtemps que l'idée de ne pas l'avoir leur semblait une trahison. Puis ma sœur a appelé. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils commençaient à paniquer. Elle s'est lancée comme si elle faisait du contrôle des dommages en matière de relations publiques, a dit que les choses étaient devenues un peu chaotiques lors de la planification de la fête, qu'ils auraient peut-être dû gérer ça différemment, mais je n'aurais pas dû réagir de façon excessive. Selon elle, j'ai mis tout le monde mal à l'aise et j'ai humilié nos parents. C'était sa phrase exacte. Je lui ai posé une simple question. Si je n'avais pas gelé les fonds, combien de personnes pensez-vous auraient dit merci à la fête? Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit quelque chose à propos du fait que ce n'était jamais une question d'argent. C'est là que j'ai su qu'ils ne comprendraient jamais. Pour eux, je n'étais pas un membre de la famille. J'étais un employé. Ils n'avaient pas à payer. Alors, j'ai pris une décision tranquille. J'en avais fini. Fini de me présenter pour les gens qui n'appelaient que lorsqu'ils étaient dépassés ou qu'ils avaient les yeux plus gros que le ventre. Fini d'offrir de l'aide juste pour être effacé des moments qui comptaient. Fini d'être utile alors qu'ils faisaient semblant que j'étais facultatif. La prochaine fois que leur internet cesserait de fonctionner, qu'ils appellent Comcast. Quand la porte de garage se bloquerait, ils pourraient chercher sur Google. Je n'étais plus le bricoleur de la famille. Je n'étais plus le guichet automatique. J'en avais fini d'être poli face à l'exploitation. Et j'avais l'impression qu'ils allaient découvrir ce que cela signifiait réellement. 2 semaines de silence. Cela ne s'était jamais produit auparavant, pas avec ma famille. Habituellement, après une dispute ou un certain rejet passif-agressif de l'un d'eux, je cédais. Je l'ai toujours fait. J'appelais, je m'excusais sans prononcer le mot, je les aidais avec ce à quoi ils faisaient allusion, et je faisais comme si de rien n'était. C'est ainsi que les choses fonctionnaient dans ma famille, on cachait ça sous le tapis et on continuait. Mais cette fois, je n'ai pas bougé. Je suis resté immobile et j'ai regardé, et il n'a pas fallu longtemps pour que les choses s'effondrent. La première fissure est apparue sous la forme d'un message de mon frère. Yo, pas sûr que tu sois au courant, mais l'évier de la cuisine de maman fait des siennes. De l'eau partout. Comme si c'était une mise à jour banale. Comme si j'aurais envie de conduire 2 heures un samedi et de me glisser sous leur évier avec une clé. Je l'ai ignoré. Un jour plus tard, ma mère m'a contacté. Bonjour, Peter. L'évier de la cuisine fuit encore. Pas grave, mais si tu as un moment. Je l'ai regardé pendant un moment avant de répondre. Puis j'ai envoyé 4 mots, appelle un plombier.
bonne chance. Elle a répondu presque immédiatement. Il facture $350 juste pour y jeter un coup d'œil. Tu peux croire ça? Je n'ai pas répondu. Quelques jours de plus se sont écoulés. Puis est venue une photo de mon père. De la moisissure se forme sous l'évier, le genre qui se propage rapidement. Il n'a rien dit d'autre, il a juste envoyé une photo comme si je la voyais et que je passerais à l'action. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, je me suis assis sur mon canapé et j'ai regardé un film. J'ai commandé des plats à emporter. J'ai même commencé à esquisser les plans d'une petite bibliothèque que je voulais construire. Pour la première fois depuis longtemps, ma soirée était à moi. C'est à ce moment-là que ça a commencé à faire boule de neige. La porte de garage a cessé de fonctionner. L'imprimante ne voulait pas se connecter au Wi-Fi. Leur micro-ondes faisait un bruit étrange. Tous les 2 ou 3 jours, je recevais un nouveau message. Tu sais quelque chose à ce sujet? Ou, tu as encore l'outil que tu as utilisé sur nos gouttières? Ils n'ont jamais dit désolé, ils n'ont jamais dit qu'ils avaient tort. Ils ont juste supposé que je reprendrais là où j'en étais resté. Et je ne l'ai pas fait, pas une seule fois. Bizarrement, ma vie s'est améliorée. J'avais plus de temps, plus d'énergie. J'ai commencé à travailler le bois. Je me suis inscrit à une salle de sport. J'ai arrêté d'attendre que mon téléphone s'allume avec une urgence familiale mineure déguisée en appel pour prendre des nouvelles. Puis, un soir vers 22h, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix était excessivement calme, ce qui signifiait qu'elle essayait de cacher son irritation sous quelque chose de doux. Elle a dit qu'il n'avait pas eu de nouvelles de moi et qu'il craignait que nous n'ayons laissé les choses traîner trop longtemps. Puis elle a dit, tu nous manques. Il est temps de passer à autre chose. Tu sais que tu fais partie de cette famille. Je l'ai repassé 2 fois. Je leur manque maintenant. Maintenant que le travail non rémunéré avait cessé. Maintenant que les choses que j'avais l'habitude de réparer sans poser de questions commençaient à s'accumuler, il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait du vide que j'avais laissé. Il ne me manquait pas. Le bricoleur gratuit, le résolveur de problèmes, le portefeuille, celui qui ne disait jamais non, leur manquait. Mais maintenant, je disais non avec le silence, avec des limites, avec un espace qu'ils ne savaient pas comment combler. Et je n'avais pas encore fini. Environ une semaine après le message vocal, je n'avais toujours pas répondu, pas un mot. Et comme ça, tout s'est calmé à nouveau. Je pensais qu'ils avaient peut-être reculé, peut-être commencé à assimiler ce qui s'était passé. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne réfléchissent pas. Ils calculent. C'est à ce moment-là que j'ai reçu le courriel de mon père. Objet, nous devons parler. Il n'envoyait jamais de courriel. Il utilisait à peine son téléphone sauf pour chercher sur Google des choses comme comment savoir si une pomme de terre est mauvaise. Je l'ai ouvert par pure curiosité. Il était court, formel, comme s'il parlait à un étranger, disait qu'ils étaient en train de faire des mises à jour aux documents de planification successorale et pensait que ce serait une bonne idée d'avoir une conversation au préalable. C'était tout le courriel. Une vague tentative de me faire revenir avec l'implication tacite d'un héritage, comme si je trébuchais pour rejoindre la famille si l'argent était soudainement mentionné. Je l'ai supprimé sans répondre. Le même soir, Amanda, ma cousine, m'a envoyé un message sorti de nulle part. Elle a dit qu'elle voulait demander quelque chose depuis un moment, mais elle ne savait pas si c'était approprié. Apparemment, ma sœur avait dit aux gens que j'avais abandonné l'anniversaire à la dernière minute, que je traversais une mauvaise passe et qu'ils s'inquiétaient pour ma santé mentale. Elle a même dit à Amanda que je n'avais jamais rien payé, juste proposé, puis disparu. J'ai juste regardé l'écran. C'était l'histoire qu'il répandait. Alors, j'ai fait ce que je ne fais jamais d'habitude. J'ai répondu avec des faits. J'ai envoyé à Amanda quelques captures d'écran, les factures payées pour le traiteur et la tente, la commande du fleuriste, les messages où j'étais exclu de la fête, la phrase de ma mère, ce n'est pas personnel. Amanda a répondu, c'est quoi ce bordel? Je n'en avais aucune idée. Ils ont fait croire que tu étais instable. Instable? Ce mot m'est resté en tête plus longtemps que je ne l'aurais cru. Après toutes les années où j'ai réglé leurs problèmes, couvert leur paresse, répondu présent quand personne d'autre ne le faisait. C'était le récit qu'ils ont poussé la seconde où j'ai dit non. Et soudain, il ne s'agissait plus seulement de m'exclure d'une fête. Il s'agissait de la facilité avec laquelle ils ont essayé de m'enterrer quand j'ai cessé de jouer le rôle.
Alors, je ne me suis pas contenté de l'accepter. J'ai agi. J'ai créé une conversation de groupe, j'ai ajouté mes parents, mes 2 frères et sœurs, 2 cousins et un oncle qui aimait toujours rester neutre. J'ai envoyé un message qui disait simplement, puisqu'il y a eu une certaine confusion, j'ai pensé qu'il était temps de partager toute l'histoire. Puis j'ai joint les reçus, les messages textes, la chronologie. Je n'ai pas dit un mot de plus. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me promener. 2 jours plus tard, je l'ai rallumé. Ma boîte de réception brûlait, des appels manqués de mon père, des messages vocaux de ma mère, une série de messages en colère de ma sœur qui allait du déni à la rage en passant par la culpabilité, environ 30 messages. Même ma tante m'a envoyé un message. Était-il vraiment nécessaire d'humilier tout le monde comme ça? Pas une seule excuse, juste de la colère qu'ils aient été exposés. J'ai jeté un long coup d'œil à chaque message. Puis je me suis mis au travail. Tout d'abord, je me suis connecté au logiciel d'impôt que j'utilisais pour les déclarer gratuitement chaque année, j'ai supprimé tous leurs profils, supprimé les documents stockés, désactivé le remplissage automatique. Puis j'ai appelé l'entreprise de CVC que je payais pour couvrir leur entretien annuel, le système que j'avais mis en place en guise de faveur il y a 2 ans quand ils avaient eu un problème de fournaise. J'ai annulé le plan, je leur ai dit que si mes parents voulaient une couverture, ils devraient recommencer à 0 sous leur propre nom. Puis j'ai ouvert mon planificateur budgétaire. Je leur donnais de petites sommes ici et là depuis des années, épicerie, factures, urgences qui n'étaient pas vraiment des urgences. Tout cela était automatique. J'ai tout arrêté. Et pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, j'avais l'impression de pouvoir respirer, d'avoir récupéré quelque chose que je n'avais même pas réalisé que j'avais perdu. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération. Et il n'avait même pas encore atteint le mur final. À la semaine 4, le silence venant d'eux ne ressemblait pas à une retraite. Il ressemblait à une stratégie. Ils se regroupaient. J'avais vu ce schéma trop de fois. Ils n'allaient pas s'excuser. Ils allaient attendre que la chaleur se calme et réessayer, mais avec une approche différente. Ils avaient toujours traité ma gentillesse comme une monnaie qu'ils n'avaient pas à gagner. Ils ne s'attendaient jamais à ce que l'approvisionnement s'épuise. Ça a changé rapidement. Mon père a craqué en premier. Il a appelé un mardi soir, pas de message vocal, juste un appel. Puis il a envoyé un message 10 minutes plus tard, on peut se rencontrer? Juste parler. Pas de jeu. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, une lettre manuscrite est apparue chez moi. J'ai reconnu l'écriture inclinée en majuscules sur l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 2 pages de ce qui se rapprochait le plus d'excuses que j'ai jamais reçues de lui. Il n'a pas admis grand-chose, a dit qu'il regrettait la façon dont les choses s'étaient déroulées et souhaitait que je ne me sois pas senti exclu. Mais c'était là, du regret, le plus que j'ai jamais reçu d'un homme qui m'a une fois puni pour avoir eu un certain ton quand j'avais 12 ans. J'ai presque cédé. J'ai presque appelé. Puis j'ai reçu un appel de mon ami Drew, celui qui habitait à côté de mes parents. Il a dit que mon père s'était plaint aux voisins, leur disant que j'avais abandonné la famille à cause d'une location de tente et que je laissais l'argent me changer. Alors, cette lettre, ce n'était pas du regret, c'était du nettoyage. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient juste embarrassés. Ce week-end, j'ai reçu une invitation à un petit dîner de famille chez eux, pas d'explication, pas de reconnaissance de quoi que ce soit, juste le dîner comme s'ils pouvaient accélérer la partie où ils m'ont coupé, m'ont blâmé pour les retombées, et ont réécrit toute l'histoire dans mon dos. J'ai refusé poliment. 3 heures plus tard, ma sœur m'a appelé de la maison de mes parents. J'ai laissé ça aller à la messagerie vocale. Elle avait l'air épuisée, a dit qu'ils étaient prêts à tout mettre derrière nous, qu'ils étaient prêts à pardonner la façon dont j'avais géré les choses. Me pardonner. C'est là que j'ai su qu'ils n'avaient rien appris. Alors, j'ai rappelé le lendemain matin. Mon père a répondu. Il m'a demandé si je venais au prochain événement familial, un barbecue qu'il planifiait, a dit que ça signifierait beaucoup pour ma mère si je me présentais. Je lui ai dit que je ne venais pas. Il m'a demandé pourquoi, alors je lui ai dit, parce que je ne vous pardonne pas, à aucun d'entre vous. Et je ne veux pas être entouré de gens qui ne se souviennent que j'existe quand ils ont besoin de quelque chose. Il n'a pas parlé tout de suite, juste cette longue pause. Puis, alors c'est tout? J'ai dit, ouais, au moins dans un avenir proche. Puis j'ai raccroché. Pas de cris, pas de drame, juste la vérité. Et pour une fois, ils ont dû composer avec ça.
Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai juste fermée, verrouillée de mon côté, et je n'ai pas l'intention de l'ouvrir de nouveau de sitôt. Il leur a fallu un certain temps pour comprendre que je ne bluffais pas. Quelques semaines se sont écoulées, puis un mois, pas d'appel, pas de message. Je pense qu'ils pensaient que le silence allait me punir, que je me sentirais seul et que je reviendrais en rampant, prêt à leur pardonner, à faire comme si de rien n'était. Mais le silence ne m'a pas puni. Il m'a libéré. J'ai commencé à vivre différemment, plus intentionnellement. J'ai fait un voyage seul en Oregon, j'ai loué une cabane, j'ai fait de la randonnée tous les matins, j'ai cuisiné mes propres repas, je n'ai pas regardé mon téléphone pendant des périodes entières de la journée. J'ai fait quelque chose avec mes mains chaque semaine, des bibliothèques, une petite table basse, même un support en bois pour mon tourne-disque. J'ai commencé à me rappeler qui j'étais quand je n'étais pas occupé à gérer leurs problèmes. C'était vers le début de l'automne quand j'ai eu de leurs nouvelles à nouveau. Ma mère a envoyé un message, long, rédigé avec soin. Elle a dit qu'ils avaient beaucoup réfléchi à la façon dont les choses s'étaient déroulées, qu'ils avaient réalisé qu'ils m'avaient traité injustement. Elle n'a pas mentionné la fête. Elle n'a pas mentionné les mensonges qu'ils avaient répandus, juste des excuses vagues et détournées sans poids réel. À la fin, elle a écrit « Nous aimerions nous excuser. Tu nous manques. Nous aimerions vraiment renouer. » Je n'ai pas répondu tout de suite. 2 jours plus tard, mon père a appelé. Cette fois, il a laissé un message vocal qui était moins défensif qu'avant. Il a dit qu'il voulait arranger les choses, qu'ils auraient dû mieux gérer les choses. Je pouvais l'entendre dans sa voix. La partie de lui qui était habituée à gagner, à avoir raison, était fatiguée. Ils avaient atteint la limite de prétendre que je reviendrais s'ils ignoraient juste ce qui s'était passé assez longtemps. J'ai finalement accepté de me rencontrer. Nous nous sommes assis dehors dans un restaurant tranquille à mi-chemin entre nos villes, un terrain neutre. Mon père a essayé de commencer doucement, a demandé comment allait le travail, a fait une blague faible sur la météo. Ma mère avait l'air fatiguée mais pleine d'espoir. Puis elle l'a dit, « Nous sommes vraiment désolés, Peter, pour tout. Nous savons que nous avons merdé. » Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai laissé ça planer là. Puis j'ai dit, « Merci. J'avais besoin d'entendre ça, mais je ne suis pas prêt à revenir. Et pour être honnête, je ne sais pas quand je le serai. » Ma mère a cligné des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. Mon père s'est penché en arrière. Pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'ils écoutaient vraiment. Je leur ai dit que je ne gardais pas de haine, mais que je n'oubliais pas non plus. Je leur ai dit que les gens qui prétendent vous aimer ne vous coupent pas de leur vie et ne vous demandent pas ensuite votre argent, que j'ai passé trop de temps à croire que leur amour était conditionnel, et que maintenant je m'assurais que le mien ne soit pas pris pour acquis. J'ai payé mon café, je me suis levé, et en partant, je leur ai dit, ce n'est pas un adieu, mais ce n'est pas un retour non plus. Et c'est là où ça en est. Pas d'explosion finale, pas d'étreinte de fin de film, juste la ligne claire et froide entre le passé et ce qui va suivre. Ils ont peut-être enfin retenu la leçon, mais cette fois la décision de reconstruire, c'est la mienne. La mise à jour des mois passés. Je ne m'attendais pas à la paix, mais c'est ce que j'ai eu. Pas parfaite, pas totale, juste une distance calme et établie. Je suis resté dans mon rythme, travail, projet de menuiserie, voyage en solo, silence de ma famille, une sorte de normalité. Puis il s'est passé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. J'ai reçu une lettre, pas un courriel, pas un message vocal, une vraie enveloppe avec une écriture que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur se trouvait une petite carte et une note d'Amanda, ma cousine, la seule qui s'était déjà manifestée sans arrière-pensée. Elle a dit qu'elle voulait me dire quelque chose en personne si j'avais le temps, juste un café. Elle a dit que ce n'était pas une histoire de famille, ces mots, et qu'elle comprendrait si je n'étais pas intéressé. J'ai accepté surtout par curiosité. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café de la ville. Elle avait l'air nerveuse, ce qui était étrange pour elle. Elle n'a pas perdu de temps. Ta mère suit une thérapie. Pour de vrai. Je n'ai rien dit. Elle a continué, apparemment, après mon départ, les choses ont commencé à se défaire plus que je ne le pensais. Ma sœur a arrêté de venir. Mon père est devenu plus silencieux. Certains membres de la famille élargie les ont interpellés en privé après avoir lu les reçus que j'avais envoyés, pas de drame, juste une distance tranquille. Mais le vrai changement est venu, a dit Amanda, quand ma mère a essayé de planifier l'action de grâce et que personne ne s'est porté volontaire pour aider. Mon père lui a dit, on ne refait plus ça.
C'est alors qu'elle a apparemment craqué et a admis ce qu'elle avait fait, pas seulement à moi, mais pendant des années. Amanda a dit que le thérapeute de ma mère l'avait encouragée à écrire de vraies excuses, mais elle ne les avait pas encore envoyées. Elle avait trop peur que je m'en fiche ou pire que je l'ignore. J'ai dit à Amanda que je n'avais pas besoin d'excuses sur papier. J'avais besoin d'une preuve que le cycle était brisé. Puis est venue la deuxième surprise. Amanda m'a tendu une feuille de papier pliée. De ton père, a-t-elle dit. Je l'ai ouvert. Une phrase, j'essaie d'apprendre comment être un père. C'était tout. Pas de signature, pas d'explication, juste ça. Et d'une certaine manière, ça m'a plus frappé que toutes les excuses qu'ils avaient esquivées pendant des années. Je n'ai rien décidé tout de suite. Je suis rentré chez moi, je me suis assis avec ça, j'ai regardé la note pendant longtemps. 2 semaines plus tard, j'ai dépassé la maison de mes parents en voiture. Je ne me suis pas arrêté. Je ne suis pas entré. Je me suis juste garé dans la rue et j'ai regardé pendant quelques minutes. Les lumières étaient allumées, la télévision clignotait à travers la fenêtre. La vie normale. Mais quelque chose était différent, pas mieux, juste plus calme. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai écrit une lettre, pas une réponse, juste un message. Vous n'avez pas besoin de vous excuser à nouveau. Ce que vous faites à partir d'ici compte plus. Je ne suis pas prêt à revenir, mais je suis ouvert à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus lent, quelque chose de réel. Si c'est ce que vous voulez aussi, alors nous verrons. Je ne l'ai pas signé avec amour. Je l'ai juste signé, Peter, et je l'ai posté le lendemain matin. Conclusion. Je ne sais pas s'il y a une fin parfaite à ce genre d'histoire. Les familles ne se résolvent pas vraiment comme les émissions de télévision avec des câlins et de la musique et une scène de dîner à la fin. Parfois, les gens changent. Parfois, ils ne changent pas. Parfois, ils se calment juste assez pour commencer à écouter. Tout ce que je sais, c'est que j'ai arrêté de mendier le strict minimum. J'ai arrêté de donner des morceaux de moi-même en échange de miettes de connexion. J'ai arrêté de répondre présent juste pour être effacé. Et pour une fois, ils ont finalement dû me rencontrer là où j'étais, pas me traîner là où ils étaient à l'aise. Alors peut-être que c'est le début de quelque chose de différent. Ou peut-être que c'est juste une clôture. Quoi qu'il en soit, je vais bien.